Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, très heureux que vous soyez venus nombreux et nombreux pour cette très belle rencontre en compagnie de trois, attention, de trois primo-romancières. J'ai vraiment pris un grand plaisir à lire vos trois premiers romans. C'est toujours touchant, émouvant quand on assiste en direct à la naissance de trois autrices, trois écrivaines. Avec moi, je trouve, alors le débat s'intitule Comment grandir ? Vaste question, réponses multiples et personnelles offertes par une littérature du sensible du cœur. Ça, c'est l'intitulé. Donc, je suis très heureux d'accueillir donc Lili Nissen qui va évoquer son livre donc L'effet Titanic, premier roman publié aux éditions Les Avrils. Emma Marsante pour une mer éphémère aux éditions Verdier et Laurine Tizy donc pour Les Maisons Vides aux éditions de l'Olivier, qui a eu, je crois, le prix Régine de Forges du premier roman. Mais voilà, vous êtes à Laval pour ce magnifique festival du premier roman. Alors, j'ai envie de vous poser une question à toutes les trois. C'est vrai que dans vos trois livres, on va suivre vraiment l'itinéraire de l'enfance à l'adolescence avec des constructions très intéressantes. Et moi, ce qui m'a beaucoup frappé dans vos trois romans, et j'ai envie de le mettre en avant, c'est la qualité de votre écriture. Déjà, le choix d'une structure avec des jeux sur narrateur et personnages, avec un travail sur la langue. Vous mettez en place dans des genres différents, hein, ces trois livres très très différents les uns des autres, mais déjà on sent la patte de l'écrivaine, de l'autrice avec ce rapport à la langue, le choix des mots, le rythme, tout ça est déjà en place pour ces trois premiers romans. Donc moi, ça m'a quand même beaucoup impressionné, je dois vous dire. Donc j'aimerais que peut-être vous posiez une question à toutes les trois. D'abord, est-ce qu'il y a eu un déclenchement à l'écriture de ce premier roman? Est-ce qu'il y a eu plusieurs? Est-ce que ça a longtemps maturé dans votre esprit avant de vous lancer dans l'écriture? Et puis ensuite, ce travail sur la langue, sur la structure, comment le roman s'est-il élaboré et pourquoi avoir choisi, j'aime pas le mot thème, mais enfin en tout cas ce motif, on va dire, cet itinéraire finalement de femmes, de l'enfance à l'adolescence, encore que dans le livre de Lili Nissen, il s'agit d'un couple, voilà. Dans celui d'Emma Marsante, il s'agit d'un récit, d'un roman autobiographique, on peut le dire, avec un côté très recréation, imaginaire, poésie. Et donc, dans le cas de Laurine Tizy, là aussi, c'est en effet l'itinéraire d'une jeune fille depuis la naissance, depuis vraiment puisqu'elle naît prématurée, jusqu'à son parcours d'adolescence. Elle devient gymnaste, ses rapports avec ses parents. Et il y a en toile de fond de vos trois romans, évidemment, le thème de la famille, hein, les rapports aussi avec les membres de la famille. Je vous prie de m'excuser pour cette introduction un peu longue, mais je voulais déjà mettre en avant le plaisir et la qualité de vos trois livres. Bon, qui veut répondre à cette question? Emma Marsante, Laurine Tizy en premier peut-être. Voilà, la maturation, l'idée d'écrire le premier roman et ce choix de la structure, ce rapport à la langue. Laurine Tizy, Emma Marsante, Lili Nissen, dans l'ordre que vous souhaitez. Moi, je n'ai pas de préférence, je vous laisse la parole. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être là, aussi nombreuses et nombreux. Et merci pour la préparation de cette rencontre. Plaisir. En fait, il y a 15 questions en une, donc je vais choisir celle que je préfère, voilà. De façon parfaitement arbitraire. Et donc, je vais parler de la langue, parce que je trouve que c'est de la langue dont on parle finalement assez peu en rencontre, parce qu'on parle beaucoup de l'histoire et assez peu de la technique, des mots, de la narration, de comment on écrit. Et c'est très agréable de s'entendre dire qu'on a déjà une langue, au sens où je pense que c'est... Enfin, vous me direz ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que c'est un des plus beaux compliments qu'on peut nous faire quand on débute. C'est pas tellement que notre histoire, elle fonctionne ou que nos personnages fonctionnent, c'est qu'il y a quelque chose qui fait qu'on est capable de nous identifier à travers la maîtrise technique qu'on a de la langue. Et en même temps, c'est quelque chose, là aussi vous me direz ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression en fait qu'on ne choisit pas exactement son style, au sens où quand on écrit, on ne se dit pas « oh là là, quel est mon style, quelle est ma langue, je cherche à faire quelque chose, et ça vraiment c'est moi, ça me caractérise ». Et on s'invente une forme de langage. Je sais que pour ma part, ça a été beaucoup inspiré par mes lectures, en fait, c'est-à-dire les auteurs et les autrices qui avaient une langue qui avait, selon moi, une force de frappe impressionnante. Je pense à Marguerite Duras, je pense à Milan Kundera, je pense à Albert Cohen, qui sont des gens où à un moment donné, en fait, cette technique-là de l'écriture, moi je me la suis prise, mais presque, enfin vraiment des moments un peu contemplatifs comme ça, où on s'arrête sur une phrase, où on la relit 15 fois et on se dit waouh, ça c'est de la littérature, et où en fait ce qu'on commence à faire, c'est procéder par imitation. C'est-à-dire que moi je me revois très bien adolescente, c'était incité par l'école, parce que je me souviens avoir eu à faire
une espèce d'écriture d'invention où il fallait rajouter un chapitre à Moderato Cantabile. Donc il fallait écrire comme Duras. Et en fait, c'était très amusant pour moi de faire du pastiche comme ça. Et je l'ai fait un petit peu de pas mal de façons ensuite. Et j'ai l'impression qu'on se crée sa propre langue en assimilant comme ça la langue des auteurs et des autrices qui, à un moment donné, nous ont portés. Et ça va infuser ensuite dans le rythme de la phrase, dans la façon aussi de construire les scènes, etc. Qui va créer quelque chose de peut-être qui est personnel, mais qui est en fait comme la concaténation de plein de lectures qu'on a eues et de plein de musique, de rythmes qu'on a intégrés. C'est ça que je trouve joli. Et la maturation s'est fait lentement. Enfin, vous avez un beau jour, on se dit ça y est, je me lance. On sent que c'est là. Écrire est quelque chose d'assez mystérieux. C'est quand même un truc assez bizarre que de se dire, moi, ce que j'aime faire dans la vie, excusez-moi, c'est d'être toute seule dans ma chambre, assise à mon bureau devant un ordinateur, à me demander comment cette personne qui n'existe pas, je peux raconter son histoire. Enfin, c'est quelque chose d'étrange. Du coup, c'est forcément absolument nécessaire. Sinon, on ne ferait pas un truc aussi absurde. À un moment donné, on a d'autres choses plus intéressantes à faire dans la vie. Donc, si à un moment donné, on se dit, je vais consacrer mes soirs, mes week-ends et mon temps libre à faire ça, plutôt qu'aller à la piscine, faire des gâteaux et voir mes amis, c'est porté par quelque chose d'intime qui est assez puissant. De fort, de puissant. Et moi, j'ai l'impression que ça a toujours été là et que ça fait partie des choses qui me rassurent dans ma cohérence à moi-même. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui ne disparaîtra jamais parmi les milliards de choses qui disparaissent dans la vie, c'est bien mon rapport à l'écriture. Et ça permet en fait d'avoir une espèce de colonne vertébrale très tenue qui fait qu'on ne peut pas se perdre tant qu'on a l'écriture, en quelque sorte. Et après, le roman, le premier roman, je dirais pas qu'il surgit par hasard, c'est pas vrai, mais quand on a envie d'écrire depuis longtemps, après on se dit ok, sous quelle forme. Moi j'avais écrit beaucoup de nouvelles et j'avais envie d'arriver au roman qui était un peu, bon j'avais un truc un peu, le roman est quand même l'objet qui a le plus de reconnaissance littéraire en France, donc c'est ça qui fait rêver. Donc je me disais comment je vais arriver à cette forme-là. Et puis on prend une idée, on la triture dans tous les sens, on l'abandonne, on en prend une autre, et puis il y a quelque chose qui finit par sortir et par marcher, quoi. Emma Marsan, Laurine Tizy parlait de Marguerite Duras. J'imagine que c'est une. Vous m'en avez parlé un peu hier, donc je ne l'ai pas deviné, mais c'est une écrivaine, enfin une autrice qui compte beaucoup pour vous, notamment. Alors d'abord, bonjour à tous et merci bien sûr d'être là pour nous écouter et pour nous lire. Oui, Marguerite Duras, pour le Moderato Cantabile et pour le Ravissement de l'Olvestein, deux romans qui parlent de la folie. C'est deux œuvres qui sont très très importantes pour moi. Et puis évidemment, écrire aussi l'interview où elle explique la façon dont elle a pu écrire avec et contre la peur aussi. Donc oui, c'est vraiment une écrivaine fétiche. Donc même question. Donc vous, c'est voilà, c'est un livre finalement né peut-être d'un trauma qui a longtemps été refoulé. Peut-être c'est un travail sur la mémoire que vous menez à travers une famille aussi, à travers votre maman qui on l'apprend très très vite, puisque d'entrée de jeu va se suicider. Il y a tout un rapport difficile, voilà, que je ne vais pas bien sûr dévoiler, il faut le laisser. Avec un travail sur la langue, j'y reviens toujours, c'est un peu justement, avec des créations de mots, parfois du rythme, il y a des mots parfois isolés. Vous essayez de saisir finalement ce qu'a pu être ce trauma refoulé peut-être, qui renaît par bribes. Voilà, je n'en dis pas plus, mais je trouve que c'est ça qui, moi, m'a vraiment happé dans votre écriture, Emma Marsan. Je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire qu'on ne choisit pas son écriture, on ne se dit pas je vais écrire comme ci ou comme ça. C'est une écriture dont je suis maintenant capable d'analyser la technique, entre guillemets, mais a posteriori, et notamment ce que j'appelle maintenant l'écriture du traumatisme, c'est-à-dire de tout ce qui est le refoulé, en fait, puisque, bon, ça a été très bien expliqué par les psychiatres à partir de la publication de La Famiglia Grande. Il y a des phénomènes psychiques de refoulement, de sidération et de dissociation quand on est aux prises avec des très grands chocs. D'une certaine façon, c'est comme un système électrique. Le cerveau humain disjoncte pour se protéger peut-être des dommages. Et donc, quand on sort d'une expérience traumatique, on n'a pas forcément accès à ce qui s'est passé. Enfin, ce qui se met en place en général, c'est du déni.
Et donc, le livre pose la question dès les premières lignes de comment est-ce qu'on peut écrire, comment est-ce qu'on peut raconter une enfance traumatique, puisque par définition, elle est complètement refoulée, elle est inaccessible. Et donc, ça me permet aussi de répondre à la problématique de l'autofiction ou de l'autobiographie, c'est-à-dire que c'est pas du tout un récit justement autobiographique au sens un témoignage pour dire il s'est passé ceci, cela, ou telle personne a fait ceci ou cela. C'est plus une espèce d'état de... J'ai parlé d'énigme, c'est-à-dire de questionnement sur plusieurs années, plusieurs décennies après des faits, essayer de comprendre ce qui a bien pu se passer justement, alors à partir en effet d'un suicide qui, comme je pense tous les suicides, reste complètement inexplicable. Enfin, l'entourage en général est sous le choc et se dit mais qu'est-ce qu'on a raté, qu'est-ce qu'on n'a pas vu, qu'est-ce qu'on n'a pas compris, qu'est-ce qui s'est passé. Et donc l'héroïne, Mia, devenue adulte et même devenue âgée, entre guillemets, commence à pouvoir se dire mais qu'est-ce qui a pu se passer. Et l'écriture mime ça d'une certaine façon, c'est-à-dire l'écriture n'est pas du tout narrative, les chapitres ne sont pas chronologiques, il ne s'agit pas de la suivre de la naissance à l'âge adulte, c'est plutôt une espèce d'écriture du flash, de la façon dont la mémoire se rappelle à nous, parce je pense que voilà, on est tous un peu dans l'idée de la résilience et du fait qu'on passe à autre chose, on avance, et parfois très vite, après un deuil, on nous demande d'avancer, de passer à autre chose, de tourner la page. Bon. Et en fait, on tourne la page de facto, parce que personne reste couché par terre après des très grands chocs. On avance en oubliant, et malheureusement, enfin... ça nous retrouve dans notre vie future, ça revient. Ça revient de différentes façons, avec des passages à l'acte, avec ça peut être aussi bien des cauchemars, des actes manqués, tous les moments de la vie où on se dit mais pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai dit ça, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc le roman essaye d'explorer ça, cette mémoire inaccessible, innommable, et la langue colle à ça, mais c'était pas prévu comme ça en fait, ça s'est fait comme ça, et il y a beaucoup de phrases sans verbe, enfin on est beaucoup dans quelque chose qui est presque impossible à formuler, et pourtant c'est écrit, donc il y a toute cette tension, je pense. Lili Nissen, ce travail sur la mémoire, alors vous c'est assez frappant aussi, je trouve que là on est au Havre, hein, moi, une ville que j'ai connue il y a peu de temps, je n'étais jamais allé au Havre, j'ai beaucoup apprécié, voilà, au passage. Vous avez, je crois, vous êtes titulaire d'un master de création littéraire Le Havre Normandie. C'est important de parler du Havre parce qu'il n'est pas simplement là comme cette ville n'est pas simplement là comme en arrière-fond. Et c'est vrai que vous, par exemple, Laurine Tizy, c'est plus, c'est jamais nommé, mais on comprend très vite. C'est une campagne du Sud-Ouest, pas très loin des montagnes, non pas très loin des Pyrénées. Il y a une allusion à la ville rose, donc bon voilà, on sait qu'on n'est pas très loin de Toulouse, on est dans le Sud-Ouest. Mais c'est jamais vraiment nommé. C'est ça qui est intéressant. Il y a une distanciation aussi chez vous. Vous, en l'occurrence, on sait bien que c'est au Havre. Ce que disait Emma Marsan, ce travail justement sur la mémoire, ce travail sur la langue, voilà, il est assez frappant chez vous aussi, parce qu'il y a cette espèce de flash aussi, il y a des constructions en aller-retour, une structure intéressante. Voilà, donc même question que pour Emma Marsan et Laurine Tizy. Voilà, j'ai beaucoup apprécié, je vous laisse maintenant développer. Oui, donc, bonjour. L'effet Titanic. Tout le monde. Oui, comment... Alors, il y a beaucoup de questions. Je rejoins du coup ce qui a été dit sur la langue. Moi, la manière dont j'ai commencé à écrire ce livre, c'était essentiellement un jeu sur la langue. Je ne savais pas du tout où ça allait. Et c'était particulier parce que je faisais ça dans le cadre du master de création littéraire. Et donc, j'avais vraiment ce truc-là de... À un moment donné, je vais faire un livre, peut-être. Mais voilà, je débarquais, j'avais fait un autre projet avant, puis ça n'avait pas abouti, puis je repartais un peu à zéro. Et je produisais de la langue, et il y a deux lignes qui se sont petit à petit distinguées. Donc une qui racontait l'histoire de ces deux adolescents, Zach et Flora, au Havre, et puis une autre qui racontait l'histoire de cette jeune femme sur un ton plus autofictif, au jeu, etc.
C'est une jeune femme de 25 ans qui raconte l'histoire, Voilà. ça c'est intéressant, qui raconte l'histoire finalement d'un couple, pour aller vite, d'adolescents, Flora. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai eu cette espèce de déclic que j'ai... Et là, je me disais, waouh, magie, en fait, je vais emboîter ces deux histoires. Et c'était pas du tout évident au début. Au début, j'essayais des choses qui étaient très artificielles. Et à un moment donné, je me suis dit, mais non, en fait, ce qui se passe, et ce qui est en train de se passer, c'est que c'est cette jeune femme de 25 ans qui écrit l'histoire de deux adolescents. Et par rapport à ce que vous disiez sur la mémoire et tout ça, c'était par cette fiction va médiatiser en fait sa mémoire, son rapport à son adolescence à elle, son rapport aussi à la vie qu'elle traverse, à ses aventures actuelles. Elle est en pleine rupture, des amours récents. Elle fait des rencontres un peu, des mésaventures, etc. Et elle essaye d'écrire sa fiction et elle prend un peu la toute-puissance sur sa fiction qui, à un moment donné, la dépasse de la même manière que les choses la dépassent dans sa vie. Et je ne sais plus où je voulais en venir, mais... On peut parler de cette construction très particulière, en effet, de cette voilà. double, cet enchâssement, j'ai envie de dire, de deux narrations différentes qui trouvent leur voie toutes les deux et qui arrivent très très bien à s'emboîter, ce qui n'est pas forcément évident. C'est ça. Et c'est qu'à un moment donné, oui, toute cette production de mots, c'était vraiment ça au début, c'était comme un jeu. À un moment donné, j'ai vu des thèmes émerger, j'ai essayé de les développer dans un sens, dans l'autre. Et pour revenir à la question comment grandir, ça a été un peu une manière aussi pour moi et pour cette narratrice, c'est une manière de dire adieu à l'adolescence et d'entrer dans autre chose. Et donc le roman vient vraiment clore un gros chapitre de vie au niveau auto-fictionnel et puis peut-être au niveau aussi réel. Peut-être aussi les deux, bien sûr, oui. Alors, Laurine Tizy, et c'est vrai qu'on va revenir sur ce qu'on parlait avec Lévi Nissen de ces deux, si je puis dire, deux narrations qui s'emboîtent, une narratrice. Vous, ce qui est très intéressant chez vous, c'est ce chevauchement, cet entrelacement finalement de la fin de vie avec la naissance, puisque le livre s'ouvre par, en effet, l'héroïne on comprend qu'il s'agit peut-être d'une grand-mère qui vient de mourir, on ne sait pas trop, une personne âgée, et elle est enfant, enfin, elle est adolescente à ce moment-là. Gabrielle, elle s'appelle, elle a 13 ans. Après, il y a toujours un jeu un retour en arrière, après on retrouve son enfance, et on va même remonter le temps, puisqu'on va même aller jusqu'à sa naissance, puisqu'elle naît, en effet, prématurée, au bout de 7 mois. Alors, on remonte même à Brigitte, qui est, je crois, Bernadette, je sais plus, la mère, c'est Suzanne, vous pour moi, j'avais noté Suzanne, on repart dans le temps, et donc d'entrée de jeu, il y a ce rapport, ensuite il y a les obsèques de cet aïeul, ça aussi c'est quelque chose qui va comme ça courir un peu tout au long du roman, avec en plus, et là j'en reviens toujours à la structure, ce qui est encore doublement intéressant, des sortes de passages, un peu intermédiaires entre les chapitres où on sait qu'il s'agit de clowns en gros, qui viennent alors on va le découvrir, mais très progressivement, qui rendent visite dans les hôpitaux, et ça a une importance, je ne vais pas en dire plus parce que justement à la fin, donc moi j'ai vraiment beaucoup apprécié aussi, là on n'est pas seulement sur la langue, mais on est aussi, et comme pour Lévi Nissen, sur ce choix de structure, je trouve très original, qui fait que, est-ce que ces deux structures, vous les avez eues d'entrée de jeu comme idée, ou est-ce que c'est venu au cours de l'écriture ? Alors moi, je savais que j'avais envie d'écrire un livre où, quand on ferme la dernière page, ce qu'on a envie de faire, c'est d'aller relire la première pour voir ce qu'on a raté. En fait, j'avais en tête des choses qu'on voit dans les films, je sais pas, dans Fight Club, dans Sixième Sens, dans Shutter Island. Enfin, il y a plein de films et de livres qui sont construits sur cette technique-là. D'un moment donné, il faut lire le truc une deuxième fois pour ramasser les éléments qu'on a ratés et qu'on avait en fait sous le nez. Donc c'est ça que j'avais envie de faire. Le problème, c'est que c'est extrêmement difficile. Moi, ce que j'avais en tête, en fait, comme exemple, c'était le livre d'Arundhati Roy qui s'appelle Le Dieu des petits riens, qui raconte l'histoire de deux jumeaux indiens qui sont séparés à 8 ans. Suite à un drame, ce drame, on l'apprend dès le début. Leur cousine anglaise, qui a 8 ans aussi, est venue leur rendre visite, est morte. On sait qu'elle est morte, Sophie Moll. Donc ça commence avec l'enterrement de Sophie Moll. On sait que les jumeaux sont séparés après ça. On sait qu'ils se retrouvent quand ils ont 30 ans. Et le livre, en fait, spirale.
autour de ce drame-là et on finit par comprendre ce qui s'est joué. C'est fait de façon hyper intelligente, c'est raconté à hauteur d'enfant, dans une langue et dans une vision du monde qui est celle des enfants en fait. Donc il y a des descriptions assez hallucinantes, je sais pas, d'une voiture qui fume et ça fait comme des cornes de sanglier. Enfin, c'est vraiment des images hyper enfantines, hyper belles. Et j'avais envie en fait de faire en quelque sorte mon Dieu des petits riens à moi, au sens où j'avais envie d'une structure comme ça qui spirale autour de son objet. Sauf que Arundhati Roy, elle a mis 8 ans à écrire son premier roman. Moi, j'en ai mis 4. C'est hyper technique de faire ça et j'y arrivais pas, très concrètement. C'était trop dur, trop compliqué. Je ne savais pas comment alterner entre le passé et le présent. Je me perdais, ça marchait pas, etc. Et en fait, j'ai été débloquée quand j'ai lu Laetitia d'Ivan Jablonka, qui est l'histoire de Laetitia Perret, qui est assassinée quand elle a 16 ou 17 ans par quelqu'un qui est un tueur multirécidiviste. Et Jablonka, en fait, raconte l'histoire de Laetitia Perret de sa naissance au moment où elle est tuée et l'histoire de l'enquête du moment du crime au moment, en fait, jusqu'au procès. Et il emboîte les chapitres. Donc c'est un chapitre l'enfance de Laetitia, un chapitre le début de l'enquête et on progresse comme ça. Et là, je me suis dit, bingo, c'est ça qu'il faut faire. Il faut faire du avant-après et il faut les tisser ensemble. Et en fait, le fait de réinjecter les clowns ensuite, c'est venu à la toute fin. À la base, les clowns ne devaient arriver qu'à la fin du roman. Et en fait, comme le clown, donc c'est des clowns à l'hôpital, c'est des toutes petites scènes, c'est des scènes qui sont assez denses, assez intenses, et c'est une énergie qui est à la fois très forte et très belle, mais aussi quelque part presque pas écœurante, mais on sature très vite de cette énergie-là. Donc c'est pour ça qu'en fait, mais ça je l'ai fait dans le dernier mois d'écriture peut-être, j'ai rebasculé mes scènes de clown, enfin j'ai rajouté des scènes de clown au fur et à mesure du roman, mais à la base c'était vraiment quelque chose qui fonctionnait en avant-après. Et techniquement, c'était l'enfer, c'était hyper dur, parce que, évidemment, si j'enlevais un chapitre d'un côté, eh ben, il fallait en enlever un de l'autre, il fallait trouver une façon de marcher sur mes deux pieds et de rééquilibrer ma structure. Donc bon, j'avais des plans, j'avais des colonnes, j'avais des trucs. Bon, ça a été assez dur. Emma Marsante, vous, cette structure aussi, elle est très particulière. C'est aussi un système un peu de... Pas un système, c'est vraiment par coup de flash comme ça, des remontées de souvenirs. Donc on retourne à l'enfance. Vous parlez à un moment des chapitres consacrés au père, à la mère. Enfin, il y a toute une marqueterie comme ça, par petites touches, pour faire revenir à la surface, finalement, peut-être des passages de cette mémoire qui a été à un moment donné oubliée, enfin bon, mise de côté, qui réapparaît grâce à l'écriture et grâce aussi à votre capacité, votre maniement de la langue, quand j'y reviens encore une fois. Donc Emma Marsante, peut-être sur la structure justement du livre, comment s'est élaboré le roman? Oui, alors c'est vraiment cette structure de l'écriture du refoulé, enfin ce que j'explique. Il y a des chapitres qui sont des prolepses, puisque il y a un chapitre, par exemple, qui s'appelle L'oubli, qui est sur le fait d'oublier tout ce qui se passe, et qui est très vite dans le roman, et qui parle de mes déménagements, mes fausses couches, donc de la vie d'adulte de la petite fille. Donc c'est pas du tout linéaire. Ça essaye de suivre ça, c'est-à-dire un personnage qui est âgé, qui a construit une vie normale, si on peut dire, et qui reste hanté par cette mémoire de son enfance traumatique. Donc la narration épouse les retours en arrière, mais comme je pense qu'on en a tous dans nos vies, c'est-à-dire des moments où on aimerait avancer, on aimerait continuer, où on aimerait être quelqu'un d'autre, et où finalement on est coincé par notre passé et où on est aux prises avec, encore une fois, une espèce de capillarité, en fait, comme si on avait construit notre maison sur une cave inondée, et de temps en temps, ça remonte. Et on ne sait pas trop d'où ça vient, mais force est de constater que les papiers peints se décollent, qu'on vit dans la moisissure, etc. Et donc, il y a toute cette espèce d'écriture de ce qui remonte à la surface. Enfin, je crois qu'à un moment, il y a la métaphore de la plongée sous-marine, c'est-à-dire que l'héroïne essaye de descendre. Bon, c'est un peu comme s'il y avait une épave en fait d'un navire qui aurait fait naufrage, mais donc à la surface de l'eau, on ne voit rien. On pourrait croire que la mer est calme et que la mer a tous les sens du mot d'ailleurs. La mer est douce et bienfaisante, etc. Or, tout au fond de l'océan, il y a des bateaux qui ont été coulés par cette mer.
Et donc cette narratrice, elle essaye d'aller récupérer des traces. Parce qu'en fait, pour pouvoir construire un récit, il faut avoir des preuves de ce qui s'est passé. Donc les preuves oubliées sont restées quelque part dans la mémoire. Alors ça passe aussi par la psychanalyse, ça passe par la photo, ça passe par différentes médiums qui permettent petit à petit de se dire il s'est bien passé quelque chose, et en remontant tous ces objets, enfin un peu comme un savant pourrait le faire, on a des preuves. Elle essaye de trouver des preuves de ce qui s'est passé et qui lui a été occulté. Parce que la problématique, c'est que les choses qui se sont passées dans l'enfance de cette petite fille ont été tues en permanence. C'est-à-dire que c'est aussi une espèce de problématique de la parole et de l'omerta, et on ne lui a jamais nommé les choses. Et au contraire, on l'a tout le temps installée dans le fait que ce qu'elle avait vécu ou ce qu'elle croyait, c'était faux. Donc c'est toute cette problématique de comment... il y a un livre célèbre qui s'appelle « Comment rendre l'autre fou », qui est écrit par un psychiatre qui s'appelle Searle. Et c'est toutes ces problématiques de vous faire croire que ce qui existe n'existe pas. Et qui fait qu'ensuite, on n'a plus accès à la langue, en fait. Puisque ce que vous dites est en permanence nié par l'entourage. Donc, elle est dans cet état de confusion où on ne lui a pas appris à nommer les choses, où quand les choses se passent, après on lui dit « mais non, ça ne s'est pas passé comme ça ». Et elle essaye, grâce à l'écriture, de poser quand même des choses qui peuvent paraître vraies. C'est un travail sur la vérité et sur l'omerta. En vérité, omerta, on pourrait dire... Alors, c'est vrai qu'on parle de l'enfance, parce que comment grandir, ça commence à l'enfance. Et à un moment donné, justement, Lili Nissen, dans votre livre, donc Les Faits Titaniques, je crois que ça doit être... c'est Flora, je pense, qui doit être... elle attrape le téléphone, ses doigts ont l'odeur du trouble. « Non, maman, je ne dors plus avec les doudous, mais je ne vais pas les jeter, ni les laver. Je préfère qu'ils restent là et qu'ils sentent la poussière, la laine de purée. J'ai peur de laisser tomber l'enfance. Trop de vertige, trop de honte. » Zach a répondu « Désolé, j'avais pas vu, c'est tout. » Traître. Zach, c'est son compagnon. Voilà. Et il y a finalement, peut-être dans vos trois romans, à vous trois, finalement, cette importance de ne pas laisser tomber l'enfance. C'est le cas pour Gabriel, c'est le cas pour Flora, peut-être aussi c'est le cas pour la narratrice, un peu extérieure, et c'est le cas aussi pour Mia, votre héroïne, Eva Marsante. Donc ça me paraît important d'y insister, de ne pas laisser tomber l'enfance, de garder des traces. Oui, c'est important. Disons que les deux personnages sont adolescents, ils ont 15 ans, donc ils sont vraiment à la lisière entre l'enfance qui est toujours très présente. Ils ne sont pas majeurs, ils ont aucune... ils sont toujours sous couvert de leurs parents, etc. Et en même temps, ils sont tirés vers quelque chose de... Oui, vers les nouvelles expériences, les premières fois, etc. Première sortie où les adolescents vont mentir à leurs parents, vont faire croire que ils sont chez une copine. Enfin bref, c'est une soirée. Enfin bon, c'est des exemples. Mais... C'est ça. Et puis en parallèle, la jeune femme, elle a 24-25 ans et elle est aussi dans cette lisière-là, alors qui est un peu tardif, mais il faut laisser tomber l'adolescence et puis il faut rentrer dans encore d'autres considérations. Et j'aimais bien le jeu d'écho justement entre ces deux âges qui sont... c'est toujours un peu entre deux. Il y a un truc sur les 25 ans où elle se sent ni adulte ni jeune fille, et elle se sent pas femme, et qu'est-ce qu'on fait avec ça et qui on est. Et enfin, c'est voilà il y a trop de questions à chaque fois. Non, je parlais pour revenir à ce que vous... Mais oui. Et après, c'est aussi finalement un itinéraire de comment... Et ça, c'est commun finalement peut-être à vos trois livres aussi. Comment on s'émancipe, comment on gagne une liberté par rapport à peut-être aussi à un milieu, on va en parler, mais aussi par rapport à un milieu social. Alors chez vous, c'est deux. En plus, ce qui est intéressant chez vous, c'est que c'est deux milieux différents. Flora on va dire plutôt habite au centre-ville, peut-être plutôt...
voilà, classe moyenne. Et Zach vient des quartiers est du Havre, non pas les quartiers nord, c'est les quartiers est. Et donc, il y a un autre milieu social moins favorisé, on va dire. Enfin, bon, ça, c'est important aussi de le signaler. Et c'est vrai aussi, on retrouve aussi des milieux, l'importance de la religion, on pourra en parler aussi. C'est vrai aussi dans votre livre, différemment de chez Emma Marsantes, mais il y a quand même ce poids aussi. Soit on va dans une voie, soit on arrive progressivement à s'en libérer, hein, si tant est qu'on souhaite s'en libérer. Mais voilà, donc il y a cette dimension-là aussi. Oui, et peut-être que l'enfance, finalement, c'est ce qui va relier vraiment ces deux personnages. Il y a beaucoup de motifs de choses liées à l'enfance qui vont des doudous, comme vous avez dit, au choc à pic, tout ça. Et à un moment donné, c'est en grandissant qu'ils sont tous les deux réaspirés par le milieu social d'où ils viennent, et ça les dépasse. Alors qu'ils viennent tous les deux de cet imaginaire-là, on va faire couple, on va s'aimer, c'est ça qu'on veut. Et du coup, ce premier être qui passe sur ma route, je vais essayer de l'aimer. Et finalement, ils sont toujours dans cette tension-là, tout en restant étrangers l'un à l'autre. Et ce que la narratrice essaye d'explorer, c'est aussi cette forme d'exotisation mutuelle. C'est-à-dire, Flora regarde Zach comme justement le gamin des quartiers. Donc elle l'imagine tout de suite avec des barrettes de shit dans ses poches. Et il y a tout un imaginaire comme ça. Et réciproquement, Zach plaque aussi un imaginaire sur Flora qui habite près de la mer, côté bleu, etc. Et tout ça étant sous-tendu par justement cette culture romantique et cette tendance à romantiser Titanic, etc. Le titre du livre, l'effet Titanic, oui, c'est vrai. Et c'est un peu ça, l'effet Titanic, c'est ce truc-là de vouloir cet amour intense et tragique et en même temps complètement fou et puis et dont la narratrice se rend bien compte que ça ne marche pas. Et voilà. On va passer. Alors oui, je disais, il y a l'importance peut-être en effet du milieu. Je disais émancipation, se libérer. On parlera aussi puisque c'est en effet comment grandir, c'est quand arrive la puberté, à l'adolescence, le rapport au corps, les modifications que ça entraîne. Bon, il y a tout ça qui est important. Alors je le disais, vous avez situé votre livre, même si c'est pas nommé, mais dans le Sud-Ouest, avec aussi ce milieu, l'ambiance dans laquelle aussi on grandit. Gabriel entouré de, je crois qu'il y a un père ou un oncle qui est rugbyman, enfin qui est président d'un club de rugby. Après, il y a un passage sur la chasse à la palombe. Alors je pense à la chasse parce que la chasse dans votre livre, Emma Marsantes, est aussi très pratiquée par le père qui emmène de force, il y a des scènes terribles, ses enfants à la chasse. Bon, c'est pas le cas chez vous, mais il y a donc cette volonté de Gabriel, je trouve, hein, peut-être qui peut s'expliquer, comment grandir, par le fait qu'elle naît prématurée, qu'elle a dû se battre, enfin en quelque sorte, contre la mort, parce qu'elle n'est sauvée qu'au bout d'un certain temps. Il y a tout un moment où elle est en couveuse, ensuite voilà, elle reste en surveillance. Et il y a, je crois, un passage de votre livre où c'est assez clairement dit en fait que c'est une fille, une femme plus tard qui sait ce qu'elle veut, qui est déterminée, qui a un regard d'acier. Enfin, bon, voilà. Et elle est vraiment, elle s'inscrit dans cette histoire comme une volonté, je pense, de cacher certaines choses aussi, de ne pas parler, le rapport au silence aussi, parce qu'il y a une maladie, on sent quelque chose dans son corps qui ne... Voilà, j'en dis pas plus, mais je trouve que c'est intéressant d'appuyer là-dessus et d'y insister, comme pour vos 3 livres en fait. Je réfléchissais en vous écoutant. Je sais qu'on a beaucoup dit de mon texte que c'était une histoire d'émancipation. C'est présenté aussi parfois comme ça, pas que ça, hein, de couverture. Ce que je veux dire, c'est que autant j'ai l'absolue certitude que Gabrielle est extrêmement déterminée, extrêmement têtue, opiniâtre, résistante, résiliente aussi probablement, autant je ne suis pas certaine d'avoir écrit un livre au fond sur l'émancipation, parce que en réalité, toutes les femmes de mon roman sont prises dans un système de genre extrêmement normé, elles sont chacune à leur place. C'est les femmes qui cuisinent, c'est les femmes qui font la vaisselle, c'est les femmes qui s'occupent des nouveau-nés, c'est les femmes qui s'occupent des personnes âgées. Enfin, évidemment, je donne ça à voir et j'espère le donner à voir avec
un espèce de trait d'ironie qui est permis par la narration, qui permet de dire que je ne suis pas dupe de ce qui se joue et qu'il y a un enjeu à le montrer à voir. Donc j'espère que le regard posé sur les personnages est plutôt féministe et émancipateur. Oui. Mais les personnages en eux-mêmes ne sont que partiellement, voire pas du tout émancipés, y compris Gabrielle, qui fait quand même un sport, la GRS, qui est parmi les plus aliénants en réalité sur le corps féminin. C'est-à-dire que la gymnastique artistique, c'est très concrètement, on apprend à des petites filles de 7 ans à porter des justes au corps pailletés, à se maquiller avec des yeux de biche et tirer jusque-là, à faire des chignons à mec de la laque pailletée, à sourire jusque-là, quand ce qu'on leur fait au quotidien, c'est quand même les mettre en grand écart et s'asseoir sur leur dos de façon à forcer leur écart. C'est-à-dire en fait un truc qui serait apparenté à un acte de torture dans à peu près n'importe quelle autre société. Donc il y a une tension ici et le paradoxe vient du fait que Gabrielle, elle a appris en fait à aimer ça, elle aime le sport, donc elle a appris à encaisser. Donc en cela, bien sûr, elle est déterminée, elle est voilà, mais en fait, être capable de survivre à l'oppression, c'est aussi permettre à l'oppression de se maintenir quelque part. Donc je suis pas tout à fait certaine que ça soit un roman d'émancipation. En revanche, c'est un roman de combat et de détermination, ça oui. Et le fait qu'elle soit prématurée et qu'elle ait dû batailler pour venir au monde, oui, je fais allusion au fait que peut-être que quelque chose de son caractère se forge là. Je ne sais pas si j'en suis vraiment convaincue. Pour moi, c'est plutôt la pratique sportive et à un moment donné, le fait d'être comme ça soumise à l'exercice quotidiennement qui fait qu'on est obligé d'avoir le caractère qui va avec, sinon on ne survit pas tout simplement. Avec l'importance de ce cœur de femme, si je puis dire, disons qu'incarné, il y a Bénédicte, la sœur de Gabrielle aussi, Suzanne, Joséphine, Maria. Une dimension importante dans votre livre aussi, c'est la transmission familiale, puisqu'il y a des origines du côté de la grand-mère d'Espagne, qui a quitté l'Espagne au moment de la guerre civile, qui est venue traverser la frontière et qui a fui un peu le pays et qui est venue en France. Thématique aussi, je parlais de la famille au début, qui me paraît important à souligner aussi au passage. Vous en pensez quoi, Laurine Tizy, cette tradition, transmission, peut-être, est-ce qu'elle est aussi importante pour vous? Ou est-ce que vous la mettez un peu de côté? Alors, il y a des choses qu'on fait très intentionnellement dans un roman, il y a des choses qui nous échappent un peu et qu'on découvre parce que les autres les y voient, et quand les autres nous disent ça y est, on est bien obligé de constater que en effet, c'est dans mon roman. Et cette idée de la transmission intergénérationnelle, je sais que c'est un livre qui a beaucoup circulé dans les familles, j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit je l'ai offert à ma fille, à ma nièce, à ma sœur, et ça me fait très plaisir de savoir que c'est un livre qui circule comme ça. Mais moi, quand j'écrivais, j'ai pas du tout eu l'impression d'écrire une histoire ni de transmission ni de génération. Moi, j'avais 2 personnages, j'avais Gabrielle et j'avais la Maria. Elles avaient 4 générations d'écart, enfin 3 du coup. Il fallait bien que je comble les trous entre elles, donc j'ai comblé les trous. Et du coup, il s'est trouvé que ça fait de la transmission, ça fait de la génération, et que évidemment, j'y ai mis probablement un rapport à la famille qui est très structurel chez moi. Mais ça, j'ai presque pas fait exprès. Il y a des choses que j'ai très maîtrisées, la langue, la narration, la technique. Voilà, j'ai construit mon truc, je l'ai bien saucissonné, machin. Mais il y a des choses comme ça qui nous échappent, et on nous dit, mais au fond, ton livre, c'est un livre sur la transmission intergénérationnelle, et je ne vais pas dire que c'est faux, c'est vrai. C'est juste que j'ai pas fait exprès, quelque part. Emma Marsante, donc, que vous écoutiez attentivement les propos de Laurine Tizy, c'est vrai que d'entrée de jeu, il y avait cette volonté, quand vous écrivez Une mère éphémère, tout de suite, on peut peut-être me permettre de lire le tout début, qui est vraiment très... peut-être le prologue, juste le texte qui... Voilà. Il y a des gens qui nous croisent, d'autres qui nous effleurent, et certains nous transpercent. Ceux qui nous abandonnent s'enfoncent dans nos crânes comme des clous, à croire que leur absence nous lie plus que n'eût fait leur amour. Ces figures du passé nous surprennent aux abords des rivages, au détour d'une rue, à l'occasion de rien. Morceaux de papier laissés par terre, coins de porte enfoncés, inscriptions sur un mur. Ils hantent, et sous leur règne, nos présents ne sont plus que de la mémoire. Quelques disparitions magistrales m'ont laissé dans cet état d'esprit. C'est de cette conscience intrusée et de son désordre que témoigne ce texte. Quelques mots en mémoire de cécité. Et dans votre premier chapitre, si je puis dire, un matin en nuit d'eau, parce que chaque chapitre a un titre, il faut le préciser. Là, on rentre très, très... Voilà. Alors, je parlais de milieu social, lieu de naissance. Donc, enfance à Neuilly, voilà, c'est important de le souligner, parce que milieu, voilà,
plutôt favorisée, on va dire, hein, voilà, avec tout un côté rapport à la religion qui n'est pas le même que dans le vôtre. C'est pas le même rapport à la religion. Vous dites à un moment donné, je crois, c'est incarné plutôt par les femmes, un peu comme une voilà. Mais vous, ça a l'air d'être plus, je sais pas, ancré. En tout cas, c'est peut-être pareil que c'est peut-être incarné par les femmes, mais il y a ce côté, du coup, on va à la messe dimanche, et peut-être aussi qu'il y a ce rapport aussi au silence aussi, hein, qu'il faut mentionner aussi. On met un peu tout sous le tapis, on ne veut pas voir la réalité en face, vous en avez un peu parlé. Donc ces questions-là me paraissent importantes aussi et sont au cœur de votre livre, Une mère éphémère, Emma Marsante. Alors, pour la religion, enfin, pour ce qui est de ton livre, il me semble qu'il y a plusieurs figures de croyances différentes entre l'arrière-grand-mère et les femmes, etc. Dans Une mère éphémère, la mère est donc mystique, très mystique, et elle est décrite comme un personnage mélancolique, mais mélancolique au sens de la psychose mélancolique, c'est-à-dire comme une femme qui sombre dans des dépressions très très graves, qui a une espèce de présence un peu étrange au monde. Et donc la religion, pour elle, c'est quand même une forme de fuite. Elle se réfugie d'une certaine façon dans la religion. Ça fait partie de sa maladie, on pourrait dire. Et c'est aussi le portrait, bon, c'est les années 60, à Neuilly-sur-Seine. C'est le portrait aussi d'une certaine bourgeoisie et d'une époque où les femmes étaient quand même très aliénées, et je pense quand même aliénées aussi par la religion, avec des formes de... Bon, enfin, la forme tutélaire de la Vierge Marie qui a enfermé, je pense, beaucoup de femmes dans une espèce de... Là encore, de double bind, enfin, pour reprendre des termes psychiatriques, c'est-à-dire on a demandé à une génération de femmes, à mon sens, d'être à la fois mère et vierge, ce qui est paradoxal et qui fait l'économie quand même du plaisir, de la sexualité, de ce qu'on peut trouver en tant que femme dans la vie. Et la mère est construite comme ça dans un monde de sacralisation à la fois de la pureté, de la maternité, et dans l'incapacité, alors, comme vous venez de le dire, de nommer les choses, d'aborder les choses, de dire... Et ça s'incarne dans un chapitre où la petite fille très jeune est peut-être violée par un voisin, mais on n'en sait rien, puisque là encore, c'est à travers le filtre de ce dont elle peut imaginer qui s'est passé. C'est pas présenté comme quelque chose d'avéré. Mais en tout état de cause, quand elle rentre de chez ce voisin et qu'elle est manifestement complètement... traumatisée, la mère ne peut rien en faire. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas dire qu'est-ce qui s'est passé, elle ne peut pas dire on va aller voir un médecin, elle ne peut pas dire on va aller à la police, etc. Et donc, c'est le portrait de ces femmes, pour moi, ces femmes des années 60 dans ce milieu-là, c'est des femmes qui n'ont pas accès au réel, et à travers le silence. C'est-à-dire que on ne leur a pas appris à nommer les choses. Et c'est ce que j'essaye de décrire dans l'éducation de cette petite fille, c'est le fait que, quoi qu'elle vive, on ne lui apprend pas à nommer les choses, et donc à les penser. Et c'est notamment encore plus marquant, encore plus vrai, quand voilà, les victimes de viol de sa part de son frère, de Stanislas, où là, carrément, la famille lui dit oui, on savait bien que, enfin, je reprends les propos du livre, hein, on savait bien que Stanislas t'embêtait, mais on n'a rien dit parce que ton père, sinon, l'aurait tué. Je crois que c'est ça, hein, je cite de mémoire, mais c'était pour une espèce de chape de plomb. Enfin voilà, je parle. Et c'est ça qui est traumatisant, en fait. Je pense que dans l'univers de cette petite fille, bon, il lui arrive des choses comme malheureusement, il en arrive souvent, mais on sait que maintenant, dès qu'il y a un événement, on envoie sur place une équipe de psychologues, par exemple. Dès qu'il y a un suicide dans un collège, il y a une équipe de psychologues qui vient, parce que à partir du moment où les choses sont nommées,
où on peut dire, bah voilà, à telle heure, tel jour, il s'est passé telle chose, la pensée peut arriver à digérer l'événement. Et quand c'est pas nommé, quand c'est pas reconnu, quand on vous dit mais non, c'est là que ça s'enquiste en fait et que ça fait trauma. Donc en effet, cette mère, la mère de l'héroïne, qui est une mère malade, parce que c'est quand même aussi un livre sur la folie avec des guillemets, mais enfin une mère qui a des comportements complètement aberrants. La mère sait que sa fille, plus tard, est abusée par son fils et organise tout un système où ce dont il est question, c'est de ne pas en parler. Et finalement, ce qui est dangereux dans la famille, c'est pas que les choses arrivent, c'est qu'on les parle. En fait, tout peut arriver du moment qu'on n'en parle pas. Enfin, vous savez, c'est comme des couples où on sait très bien qu'il y a de l'adultère, mais tant qu'on n'en parle pas, tout va très bien. Enfin, c'est la chanson Tout va très bien, Madame la Marquise, c'est-à-dire c'est des milieux où il s'agit de ne pas nommer les choses. Or, on sait maintenant que, bon, enfin, je ne vais pas refaire l'histoire de la psychanalyse, etc., mais on sait que le fait de pouvoir dire les choses et de pouvoir être écouté, parfois il y a des choses où il n'y a pas de réponse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution. En effet, l'interlocuteur ne va pas pouvoir résoudre le problème. Il n'y a rien à dire d'une certaine façon. Mais il faut laisser un espace de parole. Si la chose peut être formulée, elle va pouvoir être élaborée et ça va devenir quelque chose d'autre. Donc, bon, c'est ce qui a donné depuis des millénaires l'art, la littérature, la peinture, la musique. L'être humain a besoin de formuler. C'est ce qui est spécifique de la dimension humaine. Et dans une famille où il arrive des choses, et je veux dire, bon, bien sûr, ça arrive au corps défendant et personne ne souhaite. Et bien sûr que les mères font tout ce qu'elles peuvent, etc., etc. Enfin, je veux dire, c'est pas un procès de la mère, c'est un procès du silence de la mère. C'est ça qui pose problème, je pense. Lili Nissen, vous diriez que dans votre livre, alors c'est plutôt dans les années, alors que je ne dise pas de bêtises, 25 ans, 90, à un moment donné, le roman va se situer à la fois dans une époque très contemporaine et aussi, si on remonte le temps, puisque la narratrice a 25 ans, on pourrait penser que... Oui, Oui, alors enfin, le roman est plutôt situé dans les années 2020. oui, mais il y a quand même quelques passages. Moi, je l'ai vu comme ça, moi, je sais pas. Non, pour ce qui est de la fiction, on peut peut-être la délocaliser dans le temps. Voilà, Pour moi, elle se passe quand même en 2020. Il y a des trucs contemporains, parce qu'il y a allusion aux réseaux sociaux, oui. Voilà, ça, j'ai bien compris. Mais donc, ce que disait Emma Marsan, je voyais que vous hochez la tête, vous étiez d'accord avec ce rapport. Voilà. Vous diriez aussi que c'est important pour vous dans votre roman, ce qui n'est pas dit, c'est quelque chose qu'on malheureusement on traverse tous à des degrés bien sûr plus ou moins forts. Mais, oui, ça me parle beaucoup. L'effet Titanic. Ça me parle beaucoup parce que j'ai vraiment senti à l'écriture justement entre ces deux lignes narratives que entre les deux dimensions, il y avait quelque chose qui se jouait et ce que je n'arrivais pas à dire, par exemple dans la ligne autofictionnelle, j'essayais de le rattraper avec la ligne fictionnelle et vice-versa. Les personnages ont tous peur des mots et c'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti, rien que parce que, écrivant, jeter un mot, c'est ancrer l'histoire et c'est prendre une direction et puis après, on ne peut pas rétro-pédaler. Et c'est le cas de ces deux personnages qui, à un moment donné, doivent dire « je t'aime ». C'est dur à sortir, « je t'aime ». Et puis, une fois qu'on l'a sorti, on ne peut pas rétro-pédaler. Il y a tout un truc qui va avec. Et c'est la narratrice qui écrit et qui se dit « tiens, je pourrais faire tomber mon personnage dans l'eau et puis il pourrait mourir. » Et puis, il y a 1 million de possibilités qui s'ouvrent. C'est aussi l'histoire d'une certaine forme de sexualité vécue par le prisme féminin qui ne sait pas dire non, qui ne sait pas dire stop, qui ne sait pas... Il y a vraiment cette histoire de peur des mots et de silence aussi qui traverse ces deux personnages qui ont plein de choses à se dire mais qui en fait n'arrivent pas à se les dire, ils n'arrivent pas à formuler les choses et d'où l'étrangeté qui reste entre les deux personnages. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui a porté ce livre et le silence et qu'est-ce qui se joue entre comment finalement un indicible là va essayer d'être dit là
Et même dans la structure, ça a beaucoup porté l'écriture. Ouais. Pour en revenir, oui, alors je me méfie parce que je vais parler d'émancipation, j'y vais avec précaution. Non, je rigole. Non, je plaisante. Emma Marsante aussi, même si on en parlait un peu hier, donc je me permets de le dire, même si vous pensez que la résilience n'est pas forcément, parce que la thématique est comment grandir par rapport justement à un passé, par rapport à une mémoire, par rapport à un vécu, un trauma. Vous diriez quand même que Mia, qui est donc l'héroïne de votre livre, le personnage principal, a quand même peut-être réussi, je ne sais pas quel mot employer, à être quand même résiliente, c'est par moments, parce que quand même, on sent qu'il y a une volonté chez elle. Je précise que ce n'est pas un livre, il faut le dire, hein, c'est un livre du côté de la vie qui n'est pas... c'est le trauma, mais c'est aussi voilà, quelque chose qui peut donner... c'est pas que tout noir. Je ne sais pas comment dire, parce que les gens qui ne l'ont pas lu, il faut le signaler, avec un travail sur la langue, je l'ai déjà lu. Est-ce que vous diriez qu'il y a un itinéraire aussi un peu comme ça, et de tentative quand même, où c'est par moments peut-être qu'elle est plus résiliente, et il y a peut-être des moments où elle peut retomber aussi, mais malheureusement, ça c'est un peu compréhensible. Déjà, l'héroïne, enfin, de facto, va finir par écrire. Donc, il y a une résilience de fait d'être survivante et puis d'avoir accès à la parole, puisque c'est ce dont elle a été privée d'une certaine façon par son éducation. Donc, par l'écriture, bien sûr, il y a une forme de résilience. Bon, on m'a dit que dans le roman, il y avait des passages assez drôles. Enfin, c'est pas non plus écrit en mode sinistrose permanente, mais elle est contre son gré, habitée par une enfance qui parfois se réincarne au moment où elle s'y attend le moins. Enfin, c'est un peu le prologue que vous avez lu, c'est-à-dire qu'au détour d'un papier, d'une image, d'un coin de porte, tout d'un coup, il y a quelque chose qui lui saute à la figure et qui peut être douloureux. Et donc, c'est un moment de sa vie où elle s'arrête pour aller essayer de comprendre. Mais non, elle est pas détruite. Enfin, le roman d'ailleurs est dédié à mes enfants. Donc, dès le départ, c'est placé comme étant un chemin de vie qui va aussi vers la vie. Comment grandir avant qu'on passe peut-être la parole au public, parce que oui, il est 12:05, vous avez sûrement peut-être des questions, des remarques ou des réflexions. Comment grandir? Alors, est-ce que vous pourriez répondre à la question du débat, Laurine Tizy? On peut. Comme on peut. Par l'écriture déjà, peut-être en effet, ce que vient de dire Emma Marsante. Oui, enfin, je souhaite aux gens qui n'écrivent pas de pouvoir grandir. Oui, bien sûr, non, mais à leur façon. Coucher des mots. À leur façon aussi. Je pense que chacun fait de son mieux avec les armes qu'on lui a données et qui sont parfois tordues, cabossées et se retournent contre vous de temps en temps. Enfin, on fait son miel de ce que la vie nous a donné et on navigue à vue, quoi. Enfin, je pense que les gens qui ont comme ça faut pas croire qu'on maîtrise sa trajectoire, quoi. On est tous un peu le fruit du hasard et des accidents de la vie qui nous ont menés là où on était. Et quand je disais tout à l'heure que l'écriture était ma forme de permanence à moi-même ou ce qui me tient, c'est peut-être parfaitement illusoire et c'est peut-être juste que cette idée-là, elle me rassure, en fait, qu'elle me permet d'avoir une espèce de boussole pour une direction, enfin, dans un voyage qui est celui de la vie où on ne sait pas exactement où on va. Enfin, il y a un truc dans le discours contemporain qui veut nous faire croire qu'on est maître de notre existence et qu'il faut se fixer des objectifs, etc. Arrêtons, on ne gère pas l'humain comme on gère une entreprise. Enfin, et heureusement, en effet. Les maisons vides, le titre, vous l'avez eu rapidement, ce choix de titre, Les maisons vides, c'est votre éditeur, c'est vous? Parce que je trouve qu'il... Non, c'est moi. Non, mais on ne sait jamais, ça peut être parfois, vous savez, il est... C'est une longue histoire, mais en très bref. Pas, oui, parce que... En très très bref, ce livre je voulais qu'il s'appelle Gabriel, sauf que c'était déjà pris parce qu'il y a les sœurs Berest qui ont sorti le livre sur Gabriel Picabia au moment où moi j'ai commencé à écrire mon roman. Et en fait, les maisons vides, ça vient d'un repas que j'ai fait dans une abbaye après une semaine de résidence chez les nonnes, où je pense que je faisais baisser la moyenne d'âge à moi seule, et où les personnes autour de la table se réjouissaient que je sois là en m'expliquant que les jeunes quittaient les villages pour se rendre à la ville, et que donc au village, il y avait une quantité de maisons vides insupportable. Et donc ils m'ont répété ça, les maisons vides, les maisons vides, les maisons vides, et je trouvais que c'était à la fois un peu dramatique et très beau. Et en fait, en racontant cette histoire à un ami à l'époque, il m'avait dit mais ça ferait un super titre. J'ai dit oui, c'est pas du tout le titre du roman que je suis en train d'écrire, mais c'est vrai, c'est très beau. Et finalement, ça a été le titre des Maisons vides parce que je trouvais, pour plein de raisons, que ça lui allait bien et que ça donnait pas d'indication de lecture.
Ça ouvre aussi des possibilités futures. Avez-vous des remarques, des questions, des réflexions pour Laurine Tizy, Emma Marsante, Lili Nissen? Est-ce qu'il y a un temps possible d'échange entre nous avant qu'ils dédicacent leurs ouvrages? Je ne sais pas s'il y a un micro qui circule ou il faut que je passe le mien peut-être. Voilà, je voulais demander à Emma Marsante si elle voulait nous lire un court extrait de son livre, parce que son écriture, moi, m'a... En fait, je trouve que votre écriture ne ressemble à aucune autre. Et je trouvais que c'était aussi un cri de colère, quoi, par moment. J'aimerais que vous lisiez voilà, un petit extrait. Merci. Merci beaucoup. Ça me touche beaucoup, évidemment. Je vais lire peut-être les toutes premières lignes qui caractérisent l'écriture de l'oubli, et puis éventuellement ce dont j'ai parlé aussi, une ou deux lignes sur l'oubli, justement. Juste pour situer cette idée, enfin pas l'idée, mais l'impossibilité d'écrire quand on a oublié les choses. Les premières lignes, je ne sais plus ce qui s'est passé, mais je sais que cela s'est passé. Dans le seul fait que je ne puisse pas me souvenir, tient la véracité de mon récit. Cela a existé parce que je ne m'en souviens plus. Donc ça c'est le début. Et peut-être les dernières lignes, je sais pas. J'ai pas préparé, à vrai dire, mais peut-être ce que j'avais évoqué du paragraphe du chapitre sur l'oubli, sur le fait que la narratrice est aux prises avec ces mécanismes de refoulement. Oubli, ressac d'un point de vie à un autre point de néant, espace entre ce que j'essaie de faire et les écluses qui refoulent le réel. Des pensées en fuite comme une hémorragie cérébrale qui m'interdisent d'accéder à des seuils. Je suis aqueuse, je suis sablonneuse. Qui est-je de ce que j'essaie d'être et de ce qui me déborde et m'emporte, fleuve qui ne me demande pas mon avis et me châtre. Je suis chavirée, je tournoie sur moi-même dans des eaux sales, je m'inonde, éjaculat de mémoire, petit cognement sourd de poing contre la porte de mon crâne, tes doigts comme un tambourin, bruit de tam-tam, les battements assourdis de mal de tête et de l'absence des êtres adorés. Alors, c'est des moments comme ça un peu métaphoriques ou un peu d'écriture un peu en état de transe, on pourrait dire, enfin, où elle se laisse absorber par sa conscience. Et puis, il y a des moments de récit classique, disons, où la narratrice essaye quand même de dire les choses, parce qu'évidemment, c'est compliqué de ne pas perdre le lecteur non plus. Ça ne peut pas être que du délire. Il faut qu'il y ait aussi de l'histoire. Donc, il y a un peu un méli-mélo entre différents tons. Merci beaucoup, en tout cas, de m'avoir lu. Oui, c'est vrai. Très bonne remarque. Après, vous choisissez. Je vous propose de lire le prologue. C'est peut-être le mieux. Gabriel voit le jour un soir de... Non, pardon, c'était pas du tout mon prologue, ça. je le connais par cœur à force. Par une nuit aux étoiles claires, Gabriel court à travers champs. Elle court, je crois, sans penser ni faiblir, court vers la ferme, la chambre, le lit, s'élance minuscule dans un labyrinthe de maïs, poussée par le besoin soudain de voir, d'être sûre. Gabriel sait qu'il est trop tard. Ses paumes meurtries le lui rappellent. Pourtant elle court, de toute la vigueur de ses 13 ans.
Gabrielle entre par la grange, plus silencieuse qu'une souris fuyant derrière les plaintes. Elle a la grâce et la souplesse de sa jeunesse. Elle connaît la maison par cœur et depuis toujours. Pierre aux écailles rugueuses, tuiles en rang sur le toit incliné, odeur indélébile de poussière et de pétrole. La lucarne filtre une lumière qui dessine le contour des choses, la tondeuse, le paillasson, le chausse-pied. Mais même dans l'obscurité, Gabrielle pourrait escalader les 3 marches qui mènent à la cuisine, traverser le couloir, se faufiler dans la chambre du fond. Elle n'a pas besoin de voir. Ses mains brûlantes suivent la tapisserie, longent le chambranle de la porte, referment derrière elle sans un bruit. La voici dans la chambre. Personne n'a pris la peine de fermer les volets. Sur l'étagère, la statue de la Vierge avec son chapelet au coude luit dans la pénombre, rendue à ses prières, muette, désormais. Dans la lumière argentée, la très sainte n'est plus qu'une statue de plâtre immobile. Gabrielle s'approche du lit. C'est un lit médicalisé pour les grands malades ou les très vieilles personnes, un lit qu'on a fait installer à la maison pour soigner la vieillesse dans les murs qui l'ont vu advenir. Mais la vieillesse ne se soigne pas. Gabrielle, avec ses paumes cautérisées par les broderies d'un coussin, vient à peine de la prendre. La vieillesse ne se soigne pas. Elle se tient maintenant au chevet qu'elle a veillé des mois durant. Tout à l'heure, elle est partie trop vite, alors elle observe. Le corps gît sur le lit, les mains ridées posées sur le ventre, l'une sur l'autre, en une dernière protection. Le visage est lisse comme une poupée de cire. Les yeux sont restés ouverts, fixes, ces yeux d'un vert délavé que le temps et la cataracte ont depuis longtemps voilés d'une glaire opaque. Les rares cheveux sont comme l'infirmière les a noués au matin, chignons maigres, ramassés sur la nuque. Sous les fesses, les mollets, les omoplates, des escarres déjà s'épanouissent. J'ignore combien de temps Gabrielle reste au bord du lit. J'ignore à quoi elle pense quand elle fixe les bas de contention dans les vieux mocassins, le gilet de laine à boutons dorés, le pins en forme de colombe. La maison est silencieuse. Dehors, la lune fait le tour de la nuit et les maïs bruissent au vent d'octobre. J'imagine qu'elle se penche, dépose un baiser sur le front, découvre alors sous ses lèvres la peau froide, caoutchouc dur, peau terrible de l'après. Gabrielle effleure les doigts osseux avec la pulpe de son index, arrange un cheveu blanc, hésite. Enfin, elle s'allonge sur le matelas crénelé, glisse sa main sous le bras mort pour se faire une place au creux du lit. Jeune et vivante, sous le regard éteint de la Vierge, son poing brûlé enfoui dans une paume glaciale, Gabrielle finit par s'endormir, blottie contre un cadavre. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a peut-être une dernière question avant que vous ne retrouviez nos 3 autrices pour les séances de dédicaces dans le hall du théâtre? Y a-t-il une question, encore une remarque, une réflexion, ou est-ce que je n'arrive. Bon, je crois que c'est bon. Ah, oui. C'est pas vraiment une question, mais du coup, j'aimerais bien que Lily Nissen nous lise aussi, si c'est possible. Ok, merci. Du coup, je vais faire pareil, je vais lire le début. Une bouteille de vodka disparaît et jaillit entre les corps. Tout le monde danse serré, le goulot éponge les lèvres mouillées, le sol tremble, c'est le voisin et son balai. Flora, éparse, reste près du mur pour danser. Elle cale ses mouvements sur ceux des filles au milieu du dance floor, mais elle est gauche, brusque, inégale. N'a pas la grâce des autres, les hanches que le rythme épouse. La vodka lui a brûlé l'antre, on a ri de sa grimace. Elle ne connaît pas cette chanson, mais l'entend rebondir. Elle oublie les ampoules sur ses orteils, bouclés dans les talons empruntés. Je danse, personne ne me voit. Ne pas perdre de vue la bouteille débouchonnée, c'est la dernière et il ne faudra pas boire la zone rouge, le fond trouble où les salives ondoient comme l'essence dans l'eau d'un port. Flora, Flo, c'est moi ça, c'est moi qui bouge sur les basses. Je suis vraiment en train de vivre ma première soirée de lycée.
Le corps vibre sans elle. Paupières à demi closes, elle fait le flou, laisse passer un peu de lumière, juste assez pour ne pas trébucher. Elle devient fluide, déliée, l'impression d'avoir 6 ans, gigotée devant la scène d'un 14 juillet, cette euphorie-là exactement. Toute une bande arrive. Ils viennent d'un autre lycée. Flora ne danse plus. Ils parlent fort, le ton acéré des quartiers lointains. Elle connaît sans jamais y aller, ça sort de son monde. Ceux-là descendent à la plage quand vient le printemps. Ils occupent l'espace que le froid laisse pour compte. Flora, elle, sillonne souvent la plage en hiver. C'est à 2 rues et c'est beau les plages désertes. Ils se connaissent tous. Flora cherche June entre les bises, les rires, les pieds qui traînent. June s'est tirée, lui dit-on. Ah bon. Elle identifie mal les autres, un peu ivre, seule là-dedans. Ils sont trop à l'aise. Ils font une tempête au centre de la pièce et se dispersent. Cuisine, salle de bain, toilette. Ils roulent déjà des joints, tirent des verres des placards, le canapé les alanguit et Flora, hébétée près du mur, n'a plus rien à boire. L'un d'eux, Flo le reconnaît. De l'enfance, enfin son nom. Elle connaît son nom. Zach quelque chose. Ça lui revient comme d'autres souvenirs quelquefois l'encombrent, comme les yeux déçus de sa mère, les génériques du matin qui tambourinent, toujours les mêmes quand la pensée va en roue libre. Ils se croisent. On a failli s'ignorer, faire semblant de rien, mais nos regards, juste pour vérifier, s'accrochent. On se connaît. Flo pose sur ses pointes, se pique à sa joue. On était ensemble à l'école. Je sais, t'es Flora. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci donc Lili Nissen, donc L'effet Titanic aux éditions Les Arsantes, donc Une mer éphémère aux éditions Verdier, et Laurine Tizy, donc c'est moi le livre, voilà, merci. Les Maisons vides aux éditions de l'Olivier. Je vous invite à poursuivre la discussion avec nos 3 autrices. Merci à toutes les 3, merci à vous, et elles vont donc dédicacer leur livre dans la foulée. Merci à toutes les 3, merci.